Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, on vient de nous donner le retour d'expérience qu'on a obtenu après la modernisation technique qu'on a fait dans l'application Le Bon Coin. Excusez-moi. Tac. Moi, je m'appelle Christian Garrido. Ça fait 4 ans que je fais des développements Android. Je suis chez Lyon et du coup, le français, c'est pas ma langue maternelle. Du coup, je m'excuse en avance de toutes les fautes de français que j'ai pu faire. Et moi, je suis Elliot, je suis chez Le Bon Coin depuis un petit peu plus d'1 an et ça fait à peu près 4 ans que je fais du développement Android. Donc, Le Bon Coin, c'est quoi? C'est le site numéro 1 des marketplaces ici en France. Aujourd'hui, on a environ 1000 employés. L'équipe Android est constituée de 14 personnes. Et l'application, elle a aujourd'hui plus de 17 millions de téléchargements. Et notre code base, il est constitué pour 180 000 lignes de code. On trouve le 5%. 55% en Java et le reste en Kotlin. En 2016, on a fait un topo de l'application pour voir dans quel état elle était, où est-ce qu'on l'amenait. Et on a vu qu'en fait, ce topo, il était très majoritairement négatif. On avait de plus en plus de mal à maintenir l'application. On avait des bugs qu'on estimait comme non corrigeables, tellement ils prenaient du temps à investiguer et à corriger. On n'avait pas d'architecture globale. On délivrait des features de plus en plus lentement. On n'avait que 3 activités dans l'application, dont 2 qu'on peut considérer comme des God Activities. On avait des patterns qui étaient plus forcément à jour et qui n'utilisaient pas les technologies modernes. Donc on s'est dit, stop, on va s'arrêter 2 secondes, on va faire un pas en arrière et on va essayer de voir quelles actions est-ce qu'on pourrait prendre pour essayer de moderniser et améliorer notre appli. L'action principale qu'on a prise finalement, c'est de mettre en place des conventions. Donc c'est se mettre d'accord en fait sur quel pattern est-ce qu'on a utilisé, comment est-ce qu'on les implémente, quelle techno est-ce qu'on implémente et pour quelles raisons, quelle architecture on veut mettre en place, quelle est notre stratégie de modularisation. Donc ce talk, ça va être surtout en fait le retour d'expérience, les compromis qu'on a dû faire, les avantages qu'on a tirés, les inconvénients, les technos qu'on a utilisés, tout ce genre de choses. On va parler pas mal de Kotlin, Architecture Components, avec Java, Clean Architecture. Donc on suppose que vous avez déjà quelques notions là-dedans. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est comment est-ce qu'on s'est débarrassé de nos God Activities. Yes. Bon, pour tous ceux qui font de l'Android, on sait bien qu'une activity, c'est le point d'entrée pour implémenter une nouvelle feature. Donc, on trouve que ces composants, à chaque fois qu'on intègre des nouvelles features, elles commencent à grossir et c'est difficile de dire à quel moment on commence à s'arrêter. Du coup, on se trouve qu'une activité gère beaucoup de choses, notamment la partie de la communication avec le métier, les requêtes réseau, l'orchestration des fragments, les deep links, la navigation, entre autres. Du coup, ça peut donner un peu des résultats des activités qui sont bien énormes, avec une tonne d'interface pour gérer tous ces cas d'utilisation et par conséquent aussi toutes les méthodes qui vont avec. Donc, dans notre cas, nos activités faisaient plus de 3000 lignes, les main activities, et pour les splash screens, c'était pas beaucoup mieux non plus. Donc notre première action, ça a été de favoriser la composition plutôt que l'héritage. Souvent dans les grosses applications, on se retrouve avec une cascade d'héritage un petit peu comme ça, d'activités qui héritent les unes des autres. Ça, c'est bien quand toutes nos activités ont toutes le même comportement, mais dès qu'on a des activités qui ont du comportement différent, on est obligé de forker cet héritage. Donc ça devient beaucoup plus difficile à maintenir et finalement, c'est pas du tout flexible. Donc on préfère faire de la composition. Globalement, ça se représente comme ça, c'est-à-dire qu'on va déclarer des membres dans notre activity et notre activity va déléguer donc une responsabilité à un de ses membres. Souvent, ces membres, ils sont liés donc au cycle de vie de l'activity, c'est-à-dire qu'ils sont initialisés dans le onCreate, ils sont détruits ou libérés de la mémoire dans le onDestroy. Et donc, si comme nous, vous avez des activités qui sont énormes, eh ben, on va se retrouver avec des dizaines de membres. Donc notre activity reste polluée par le fait qu'elle doit initialiser cette dizaine de membres dans le onCreate, justement les arrêter dans le onPause, les remettre en marche dans le onResume, etc. Donc pour ça, nous, on utilise la librairie Lifecycle qu'a sorti Google. Cette librairie, en fait, elle permet de lier justement un membre au cycle de vie de l'activity. En fait, ça se résume en une ligne de code. On ajoute ce membre en tant qu'observeur du Lifecycle. Et derrière, ça permet en fait que ce membre soit notifié implicitement par un changement dans le cycle de vie. Ici, on voit par exemple que la méthode setup, lorsque l'événement onCreate est appelé, eh bien, cette méthode setup, elle sera appelée implicitement sans qu'on ait besoin de le faire à la main. On peut imaginer plein de cas de délégation. Donc là, on vous a montré par exemple le cas d'un drawer, mais on peut imaginer le cas de navigation, de gestion de permission, de deep link, ce genre de choses. Donc faire de la composition, c'est un des moyens qu'on a trouvé pour justement essayer d'alléger un peu notre God Activities, mais le moyen le plus important, c'est sûrement
d'utiliser un pattern de présentation. Yes. Donc nous, on a utilisé le pattern d'MVP. À l'époque, c'était un pattern qui était assez mature. Vu que la communauté elle avait beaucoup déjà travaillé sur cela, il y avait beaucoup de cas d'utilisation qui s'étaient partagés dans la communauté pour voir comment c'était mieux implémenté ou pas. C'était un grand pas déjà pour dégager tout ce qui était la logique métier de notre application, enfin de nos activités, et l'isoler pour pouvoir tester juste la logique métier. Et on a fait une implémentation stateful, c'est-à-dire qu'on gérait aussi les cas de dire on va restaurer l'état précédent lors d'un changement de configuration ou à la mort du procès. Malgré qu'on était content avec le pattern, il y avait encore des choses à faire qui n'étaient pas gérées de base ou c'était très très lourd à gérer. Notamment quand l'application est passée en background, on s'est trouvé avec des requêtes réseau qui s'étaient perdues et du coup le moment qu'on revenait sur l'application, il fallait relancer et le refaire. Et c'était pas top. Donc les configurations change, c'était pareil. Il y avait des requêtes, la rotation qu'on ne pouvait pas perdre, ou du coup il fallait gérer avec du code pas évident à maintenir pour gérer cette logique. Et aussi tout le boilerplate qui implique la définition du contrat pour les différents composants du pattern. Donc une fois que la librairie MVVM et plus Live Data est sortie, on a switché sur ce pattern. Déjà du fait qu'il y avait la solution, notamment quand l'application est passée en background grâce à Live Data, on peut catcher ça dans le Live Data et notifier une fois que l'activité revient en foreground. Lors d'un changement de configuration pareil, l'MVVM est capable de survivre à ce changement et on peut conserver l'état de nos données dans ce modèle. Et on enlève aussi tout le boilerplate de définition de contrat et aussi pour la gestion des états qu'on avait avant. Malgré tout ça, il y a quand même encore un problème qui c'est la restauration de leur procès parce que dès qu'on recrée notre activité, comme le procès est mort, il faut réinstancier le vieux modèle. Du coup, on n'a pas vraiment de solution à ça, mais récemment, Google a sorti la librairie des vieux modèles CV State qui permet justement de coupler cette problématique. Elle est en état alpha, mais on est allé fouiller et ça nous convient pour pallier cette problématique. Une des conventions qu'on a mis en place lors de l'implémentation du MVVM, c'est de se dire qu'on allait utiliser au maximum les seal classes. Une seal class, si jamais vous ne savez pas trop ce que c'est, ça ressemble à ça. Ça s'apparente vachement à une enum. Donc là, on a une seal class result qui peut avoir 3 valeurs, donc loading, success et failure. Et finalement, cette seal class, c'est elle qui nous sert de contrat entre le viewModel et la view. Donc là, on est côté viewModel, on a déclaré cette seal class, et donc ça indique qu'à travers le live data results, on pourra émettre donc une de ces 3 valeurs. Côté view, donc la view va s'abonner justement à ce live data, et la view donc va recevoir une de ces 3 valeurs, et on peut avoir de manière très sémantique, on peut voir donc comment va réagir la view. On voit que dans le loading, elle va afficher des views donc pour afficher du loading, et pareil pour le success et le failure. Grâce à Kotlin et la combinaison du return et du when, on est obligé de respecter ce contrat, dans le sens où si jamais on décide que la view elle ne veut pas gérer le loading, le compilateur va nous empêcher de lancer l'application. On est obligé de gérer tous les cas. Donc on garde cette notion de contrat fort entre le viewModel et la view. Dans la continuité du viewModel, Google recommande vachement d'utiliser le data binding, parce que maintenant qu'on a réussi à déléguer beaucoup de nos activités, finalement elles restent très polluées par tous ces setText, setTextColor, setVisibility, beaucoup de boilerplate. Et la promesse du data binding, c'est justement pouvoir se débarrasser de ce code, avoir une balise data dans le XML et de faire le lien entre cette data et les attributs de la view. Donc on a essayé data binding, on s'est dit cool, ça va justement nous permettre de se débarrasser de beaucoup de code. Et en fait, on a rencontré plusieurs problèmes. Le premier, c'est que, et on a beaucoup d'erreurs de compilation qu'on a énormément de mal à investiguer. Parce que les erreurs, elles ne nous redirigent pas forcément tout le temps vers le bon fichier XML ou vers l'attribut en question qui pose problème. Donc on perdait beaucoup de temps à débugger. Le deuxième point, c'est qu'on a eu beaucoup de mal en tant qu'équipe à définir quelle était la responsabilité du data mining. Dans certaines confs, Google indique que, par exemple, si on a une checkbox, lorsqu'elle est checkée, elle va activer un bouton. Tout ça, ça se fait facilement avec du data mining, certes. Mais si jamais on a un formulaire plus complexe avec plein de champs, certains qui sont obligatoires, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui s'affichent en fonction de certaines conditions,
et ben ça devient déjà plus compliqué à faire avec du data mining, mais ça s'apparente aussi plus finalement à de la logique métier. Et donc ça nous a beaucoup refroidi en tant qu'équipe à se dire que dans certains cas on pouvait gérer ça avec le data mining et dans d'autres cas il fallait qu'on le gère avec notre code. Troisième point, c'est qu'avec le data mining, le code est beaucoup éclaté. Donc on a beaucoup de code dans le XML, mais on a aussi beaucoup de binding adapters. C'est des adapteurs qui à la main nous permettent de lier une donnée avec un attribut de la view. Et donc si on veut avoir une image globale de comment est orchestrée la view, il faut qu'on ait à la main sur à la fois le XML et donc tous ces binding adapters. Et enfin, comme le data mining marche avec processing d'annotation, et que, comme on vous l'a dit, on a une grosse application, on a vu que quand on l'avait activé, ça a augmenté de manière significative notre temps de compilation. Donc tout ça, c'est des arguments en fait, qui nous ont fait pencher plus dans le sens de ne pas adopter le data mining. Et donc on a dû trouver une solution alternative. Oui. Donc ce qu'on a fait comme alternative, c'est de dire on va commencer à faire des custom views, qui est basiquement, on va se trouver par exemple une carte pour le profil de l'utilisateur, à inflate le layout correspondant, et grâce aux méthodes qui on va passer une sorte de contrat de la view, on va avoir des méthodes, on va déléguer toute cette responsabilité vers cette composante et le lever des activités. Donc on va se trouver, donc on se trouve avec juste une méthode qu'on passe la classe user pour afficher l'user, les informations de l'utilisateur, et là-dedans on va aller gérer la visibilité, le changement des couleurs, les textes et tout ça. Donc à la lecture déjà dans un côté activity au fragment, c'est très sémantique à lire. D'un autre côté, ça nous permet de le réutiliser dans des différentes parties de l'application. Et surtout, ça nous permet aussi de le tester d'une façon isolée sans avoir la dépendance des flux de données ou de l'activité en soi. Et aussi, notamment grâce à Kotlin Android Extension, on évite aussi de faire tous les find and view et ça nous élève aussi tout ce boilerplate code. Donc une fois qu'on a travaillé sur la partie présentation de notre UI, de notre application, on a travaillé sur le repository. Si bien à l'époque il était déjà présent ce pattern dans l'application, à l'époque c'était pas très facile de faire des requêtes réseau et donc on s'est trouvé avec un pattern très vieux parce qu'il n'y avait pas Retrofit ou des solutions modernes d'aujourd'hui. La synchronisme, ça n'était pas une tâche facile dans le monde Android dans leur début. Donc à l'époque, on avait un command processor qui est basiquement ce qu'on faisait depuis le UI. On faisait un appel à un repository qui était un broadcast receiver qui appelait un request manager. On envoyait la commande, qui lançait un service pour exécuter la requête, qui renvoyait un bundle, qui renvoyait un intent, pour finalement renvoyer un event buzz, par event buzz, un event à l'UI. Du coup, bon, c'était pas top. On s'est retrouvé avec des events qui s'étaient perdus un peu dans l'univers, on va dire. C'était très difficile de débugger. On avait des écrans qui ne s'affichaient pas, et surtout que pour l'écriture des nouvelles features, il fallait aller écrire des composants pour chaque composant de chaque couche de la structure, beaucoup du code. Aussi, ce qui faisait que, comme on avait cette chaîne, il y avait la tendance à faire de l'héritage. Et on se trouvait avec des responsabilités partagées pour les différentes features. C'est-à-dire que des fois, on voulait implémenter une nouvelle feature et on avait le risque de casser les autres parce que tout était un peu mélangé. Et bon, le plus aussi compliqué, c'était qu'on travaillait avec EventBuzz et c'était pas vraiment très bien utilisé. Donc, on avait beaucoup de problèmes avec ça. Bon, du fait que la version sont changées aujourd'hui et il existe des librairies plus modernes, on a envisagé des autres solutions. La première solution qu'on a envisagée, c'est évidemment de passer sur Retrofit, puisqu'on avait tous testé Retrofit de notre côté et on savait que c'était une librairie super robuste. Donc on s'est dit, tous les nouveaux endpoints, on va les intégrer avec Retrofit et RxJava. Et par la même occasion, on s'est dit, les anciens endpoints qui marchent sous commande processeur, on va aussi les migrer vers ces nouvelles technos. Sauf qu'il y avait deux problèmes avec ça, c'est que le premier, ces anciens endpoints, ils ne sont pas forcément REST. Et Retrofit, c'est assez compliqué de le faire fonctionner avec des endpoints qui ne sont pas REST. Et le deuxième point, c'est que ces endpoints ne sont pas documentés. Donc si jamais on a un changement de comportement lorsqu'on migre vers des nouvelles technos, on est incapable de savoir si ce comportement c'était celui qu'on aurait dû avoir depuis le début, si on a cassé quelque chose, si on a amélioré quelque chose. Donc la solution pour ces vieux endpoints qu'on ne peut pas migrer, c'était de les isoler
On les a pris, on les a mis dans un package séparé, on les a laissés tranquilles puisqu'ils faisaient leur taf, on ne voulait pas les toucher. Mais il se trouve que lorsqu'on implémente de nouvelles features, parfois on a besoin de réutiliser ces view endpoints. Et donc comme on a vu, il broadcastait la réponse avec Event Bus, et on voulait justement essayer d'éviter ça. Et donc on a décidé de wrapper ces view endpoints qui avaient besoin d'être réutilisés. Comment est-ce que ça se représente? Globalement, on a toujours le pattern de commande processor en dessous, mais maintenant l'appelant, il n'interagit plus directement avec le repository, donc il interagit avec une sorte de wrapper qui lui renvoie un single, donc un élément réactif. Comment est-ce que ça marche, ce process de wrapping? La première étape, c'est de renommer donc notre repository. Là, j'ai pris comme exemple le add repository, c'est celui qui nous permet de récupérer les détails d'une annonce. On le renomme vers un old repository, on le déprécie. La seconde étape, c'est de créer un nouveau repository qui, en interne, donc, va s'appuyer sur l'ancien et va aussi utiliser Event Bus. On va voir juste après pourquoi. Ce nouveau repository, donc, il va exposer une méthode qui permet donc de récupérer le détail d'une annonce. Et en fait, en interne, il va demander au vieux repository de lui-même faire la requête. C'est le wrapper, donc le nouveau repository, qui va en fait catcher le résultat et qui va après le dispatcher dans le single. Donc en fait, l'appelant qui passe par ce nouveau repository, il va avoir l'impression que dessous il y a des technos modernes, puisque ça lui renvoie un single, il peut imaginer que c'est intégré avec Retrofit. Mais en vrai, on n'a pas pu le migrer et donc on a gardé le command processor. Mais au moins, on a pu isoler donc toute cette partie. Le repository le plus important pour nous dans l'application, c'est celui qui s'appelle le Common Repository. C'est du code assez vieux. C'est celui qui assure le bon fonctionnement global de l'application. C'est-à-dire que sans lui, notre appli ne peut pas vraiment fonctionner. Et ce repository, il était initialisé comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le splash screen activity. En fait, dans le onCreate, on faisait plusieurs requêtes réseau. Et une fois qu'on avait réussi à récupérer le résultat de ces requêtes, on les stockait dans le Common Repository. Et vous avez peut-être fait attention à un truc, mais en fait, ça, c'est un anti-pattern. Ça ne fonctionne pas parce que dans le cas d'une destruction du process, notre Common Repository ne peut plus être instancié. Parce qu'il faut savoir que l'OS, il est en mesure de recréer votre application depuis n'importe quelle activity, si jamais le process a été détruit. Et donc, si jamais votre application est restaurée sur une activity plus en profondeur dans l'application, eh bien, on ne passe pas par cette étape du splash screen avec l'initialisation du Common Repository. Donc, en fait, on va avoir une application bancale qui ne peut juste pas du tout fonctionner. Donc on a cherché plusieurs solutions pour gérer justement la restauration de process. Donc pour initialiser cette composante, on s'est dit, bon, c'est pas les splash activity qui va le recréer parce qu'on sait déjà qu'il ne peut pas passer par là. Donc on s'est dit, on va le bouger vers l'app. Mais sauf que là, il faut gérer encore l'asynchronisme pour notifier à nos activités qu'il est prêt pour être exécuté. Et bon, c'est pas top. On a envisagé aussi de dire, ok, et du coup, c'est l'activité qui va initialiser lui-même à chaque fois le repos s'il n'est pas à jour ou on a besoin de ce composant. Mais pareil, il y avait tout le système d'asynchronisme à gérer et du fait qu'il y avait plusieurs requêtes réseau, à chaque fois, c'était très lourd à exécuter cette action et donc on ne pouvait pas trop se permettre cela d'un point de vue utilisateur. Et même le même cas, si c'est lui qui se build tout seul, on a toujours la même problématique. Du coup, de ce fait, on s'est dit, on n'a pas trop le choix, on va relancer l'application, mais le business, il est content parce qu'on lance la pub à chaque lancement, donc bon voilà. Mais ouais. Mais bon, on s'est dit, on va trouver une solution au long terme. Du coup, déjà, on arrête complètement d'utiliser ce pattern. On considère que chaque activité doit être indépendante de n'importe quel parcours et qu'elle peut être lancée indépendamment. On évite les singletons, c'est-à-dire qu'on doit éviter aussi qu'on a des états en mémoire en dépendance aussi des autres interactions avec cet objet. C'est utiliser la persistance aussi de la base de données pour pouvoir récupérer l'état précédent et avoir une copie dans notre application. Et aussi de l'éclater pour toute nouvelle feature qu'on utilise. C'est-à-dire que toute nouvelle feature, l'idée c'est que l'information nécessaire pour la feature, elle vient déjà d'un nouveau endpoint. On a commencé un chantier aussi pour le refaire à zéro. Quelqu'un présent de la salle est prêt. Et c'est une action assez lourde, mais il fallait le faire à un moment donné, quoi. Donc on commence à regarder déjà un peu l'architecture globale de notre projet. On s'est basé sur la clean.
parce que déjà, ça devient un peu le standard du marché. Il y a des principes qui sont assez clairs pour déjà tirer des conclusions et se mettre d'accord comment est-ce qu'on va organiser un projet. On s'est déjà dit que les boundaries de cette architecture, c'est les classes Android, et dans notre corps vrai, c'est juste du Kotlin pur, ce qui nous permet aussi de tester. Mais on a une différence que c'est la ligne rouge qui dit, par exemple là, ça va vers c'est pas le domaine qui va définir le repository, c'est le repository qui va définir lui-même pour être implémenté du côté domaine. Ça peut choquer un peu, mais c'est une décision surtout pragmatique du fait que la plupart des repositories étaient déjà présentes dans l'application et que le use case, il doit être capable des fois de récupérer des données pour les mapper de leur côté, et des fois il y a des données qui ne peuvent pas être vraiment cohérentes par rapport à ce qu'on a besoin, et donc il est capable de restaurer une nouvelle. En grosso modo, il fait un peu la responsabilité des repositories de leur côté, notamment le mapping des données pour le renvoyer aux autres couches. Dans la continuité de ce qu'on vous a un peu présenté, donc on a aussi mis en place des conventions donc, pour notre architecture. Il se trouve que pour chaque composant, on a essayé de définir qu'est-ce qu'il pouvait contenir. Le but, c'était surtout pour quand on fait de la relecture de code, savoir que si jamais on voit un composant qui apparaît pas dans cette liste dans une view, on lève un warning et on se demande pourquoi. Par exemple, côté view, on a donc identifié qu'on pourrait avoir des view modèles, qu'on pourrait avoir donc des adapteurs, tout ce qui est animation, tout ce qui est formateur de prix, de date, ce qui est lié au SDK aussi. Cette view, donc, dans la clé architecture, elle interagit avec une sorte de présentateur. Chez nous, c'est un view model. Un view model, donc on a aussi défini ce qu'il pouvait contenir. On voit qu'il peut utiliser des use cases, il peut contenir des live data, des disposables. C'est lui qui fait tout ce qui est tracking, et donc il possède aussi des modèles et des mappers. On peut remarquer que côté view model, donc on a à la fois des disposables qui appartiennent au monde RX, mais aussi des live data. Donc on peut se demander rapidement comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. On a un petit exemple ici. Si on reprend une style class, donc encore un résultat qui est soit success, soit failure. Voilà comment elle est dispatchée. C'est-à-dire que notre view model, lui, donc, il va s'abonner au use case. Il va recevoir soit un événement success dans le on-success, soit un événement de failure dans le on-failure à travers RX. Et donc, il suffit juste, en quelque sorte, de mapper ce success dans le live data grâce à un post-value success. Et même chose pour la failure. Un petit détail important ici, c'est qu'on peut remarquer qu'on dispatche directement le modèle domaine qui nous est renvoyé par le use case jusqu'à la view. Parce que ce post-value, en fait, il est récupéré par la view. Et parce qu'une des conventions qu'on a mis en place, c'est justement de se dire qu'on s'autorise à utiliser le modèle domaine en tant que modèle UI. Dans la clé d'architecture, il recommande d'avoir un modèle par couche et donc de faire du mapping à chaque fois. Nous, on a remarqué que dans la majorité des cas, côté UI, on pouvait très bien se satisfaire du modèle domaine. Et que ça rajoutait plus de boilerplate et ça rajoutait plus un côté fastidieux finalement à essayer de respecter la clean à 100% que de l'appliquer comme on le fait nous. Ça permet toujours de tester et de s'assurer que tout fonctionne. Donc on n'avait aucun problème avec ça. Et enfin, si on continue l'architecture, on a vu que donc, notre view model il allait interagir avec la couche domaine. La couche domaine, elle est constituée de use cases, de modèles, et ces use cases donc, ils peuvent contenir des repositories, des mappers. Et même chose dans la continuité, donc on a défini ce que pouvait contenir le repository. Donc il expose surtout des interfaces et donc des modèles data. Et dessous, il est implémenté soit en remote avec donc retrofit, des clients HTTP, des requests, des responses, soit en local avec chez nous une database room, donc des entities ou des shared préférences. Ouais. Une fois qu'on s'est mis un peu d'accord de qu'est-ce qu'on fait avec la clean, on va dire. On est parti quand même d'une structure des packages en soi du projet qui était comme ça. Enfin, en grosso modo, on avait des packages qui contenaient tous nos activities, de sorte paquets pour mettre tous nos adapteurs, toutes nos exceptions, tous nos fragments, etc. Du coup, pour chaque nouvelle feature, il fallait rentrer au fond du package pour aller à l'autre fond du package pour aller faire une motif ou une nouvelle feature dans des différents composants. Le problème avec cette organisation, c'est qu'on invite à généraliser beaucoup nos composants. C'est-à-dire qu'une activité, elle va partager la notion des différentes features. Et comme on a vu aussi tout à l'heure, du moment que tu vas vouloir implémenter une nouvelle feature, on peut casser les autres. Les plus difficiles
Attends, excusez-moi. Ah, justement, et, enfin, comme je disais, les composants, c'est finalement, on avait des adapteurs qui étaient juste énormes parce qu'on cherchait à généraliser. Du coup, quand tu as deux classes qui sont juste à côté, tu te dis ah bah tiens, il y a une fonction qui a un comportement super pareil. Je vais faire une classe abstraite juste pour avoir ce code en commun et pouvoir l'hériter. Il y avait une classe plus propre et plus petite de l'autre côté. Sauf que dans la plupart des cas, on se rend compte que non, même si le code il est très similaire et le comportement est similaire, c'est juste quelque chose complètement différent et on essaie d'arrêter cet héritage juste pour rien finalement, qui après nous embête. Pareil aussi, c'est pour onboarder et aller fouiller dans le projet quand tu viens d'arriver pour les nouveaux. Bah, l'onboarding il était très long aussi pour comprendre où on trouvait nos choses. Du coup, on passait sur une feature, sur l'instructeur des packages orienté par feature, qui est du coup déjà c'est beaucoup plus clair de comment tu navigues dans l'application et tu vas trouver plus facilement les objets que tu trouves. Ça nous permet aussi de travailler en parallèle, parce que déjà on n'a pas des composants qui sont énormes. Du coup, avec Git, quand il y a une taille d'une équipe qui est assez grande, si on travaille sur les mêmes composants, on se trouve avec des projets, des conflits Git que maintenant, quand on fait des composants petits, on ne le trouve plus. Et une chose qui c'était très compliqué quand on a passé sur cette structure, c'était les POJO qu'on utilisait, justement parce que tu ne sais pas dans quelle feature placer. Et aussi, c'était très compliqué de dire à quel point on arrête de réutiliser ce POJO, quoi. Donc on s'est trouvé avec un God POJO qu'on appelle nous aujourd'hui. Dans notre cas, c'est l'annonce, parce que c'est notre corps de métier. Que c'est juste un annonce, enfin c'est juste une classe qui a une liste énorme de properties qui est partagée dans des différentes features. Et au moment de la parcelliser ou de la sérialiser pour l'envoyer dans une autre activité ou quoi, c'est très compliqué parce qu'on peut avoir des exceptions, des transactions tout larges ou des partial exceptions. Pour maintenir les tests, c'est super compliqué aussi parce que du coup, il faut aller moquer la liste des properties. Et les plus aberrants, c'est qu'on s'est retrouvé avec la logique métier aussi dedans, cette POJO. Donc pour essayer d'éviter d'utiliser ce God POJO, on a amené ce qu'on appelle nous le principe de Good POJO. Un Good POJO, qu'est-ce que c'est? C'est un POJO qui a une liste limitée de propriétés. C'est des propriétés donc, qui sont immutables. Donc ça le rend thread safe, mais ça aussi évite beaucoup qu'on y mette de la logique métier. Et surtout, un Good POJO, c'est un POJO qui est scopé à sa feature. Comme on disait chez Le Bon Coin, nous, notre cœur de métier, c'est l'annonce. On a décidé donc d'avoir des POJO différents, d'annonces différents pour chaque feature en fait. Par exemple, pour le listing, on a un POJO qui est dédié au listing. Pour le détail d'une annonce, on a un POJO qui est complètement différent, qui est dédié donc à cette feature-là. Et ça évite justement d'avoir un POJO commun global. Comment est-ce qu'on passe justement d'un God POJO à un Good POJO? Si on reprend le schéma qu'on avait tout à l'heure, donc notre feature, avant, elle dépendait directement du God POJO. La première étape, ça a été de briser donc ce lien et de créer donc le POJO dédié à notre feature, donc qui normalement est bien plus aminci. Et enfin, on a créé donc des sortes de mappeurs en fait, qui permettent non pas d'utiliser directement le God POJO, mais donc en fait ces mappeurs ils prennent un God POJO en entrée et ils sortent donc un POJO de la feature. Et donc ça isole vraiment totalement la feature. Et ça fait, si on rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au test, si jamais je change le POJO d'une feature A, les tests de ma feature B ils ne seront pas du tout impactés parce que ma feature B, elle utilise aussi son POJO. Donc là, on vient de vous parler de pas mal de choses. On vous a parlé de comment est-ce qu'on s'est débarrassé de nos God Activities, comment est-ce qu'on a essayé de mettre en place une architecture. On a vite fait évoqué donc comment est-ce qu'on a un petit peu modularisé, quelle technologie est-ce qu'on a intégré. Tout ça, aujourd'hui, ça a des bénéfices énormes. On estime qu'on peut shipper des features 2 fois plus vite. Au quotidien, on est beaucoup plus heureux puisqu'on utilise des technos modernes, qu'on peut se faire plaisir dans notre code, mais surtout parce que notre temps de compilation, il a diminué quasiment par 2, en grande partie grâce à la modularisation. On est passé d'un monolithe gigantesque à aujourd'hui quasiment 30 modules. Et un point important, c'est qu'on est aussi beaucoup plus confiant dans ce qu'on livre. En grande partie, parce qu'en fait, on peut tester maintenant. Oui. Enfin, quand on s'est dit, au moment de passer à la clé architecture, c'est aussi parce qu'on a des petits plus composants. Enfin, comme on disait tout à l'heure aussi, le fait de décomposer notre activity
dans des petits trucs, ça nous a facilité la tâche d'aller tester. Genre le Go machin là, c'est compliqué de juste aller moquer toute l'application pour faire un petit test. Donc là maintenant, on peut s'assurer que si on trouve un bug, on l'isole et on teste ces petits composants. Les principes solides, ça aide beaucoup aussi à avoir la responsabilité, à revoir les habitudes de code et faire des features un peu plus conventionnées avec les autres gens de l'équipe. On a augmenté beaucoup le crash free de l'application, aussi, ça c'est important. Et ça nous a appris aussi que le test, à fin du compte, ça sert comme la documentation du projet. Enfin, tous les composants qu'on s'est trouvés du legacy, on ne pouvait pas le modifier du fait qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait vraiment. C'est juste énorme et du coup, on n'ose pas vraiment le modifier. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit, on ne teste pas forcément tout. Ça aurait été méchant de dire le contraire. Mais au moins, les parties clés, on va aller les tester pour se mettre d'accord et de laisser le contrat de qu'est-ce que ça doit vraiment faire, quoi. Il y a beaucoup de sujets à aborder aussi encore dans l'équipe et dans le projet, notamment la modélisation. Genre continuer à éclater ce monolithe énorme parce que c'est juste trop grand et c'est difficile de mettre de nouvelles features dedans, sans compter les temps de compilation aussi. Il y a un travail aussi à faire côté de la migration de Go de Pojo. Parce que comme c'est un objet qui traverse à toute l'application, il y a toutes les vieilles features qui l'utilisent. Du coup, on travaille pour les nouvelles features, mais aussi il y a un travail à faire sur tout ce qui est legacy. Il y a un travail aussi à faire dans la partie des restaurations de procès avec le vue modèle. La librairie est assez récente, on n'a pas vraiment résolu ce problème en entier. Et aussi tout ce qui est les structures de modularisation, les dépendances. Pour ceux qui étaient hier dans les futurs modules, nous on utilise des librairies et du coup c'est le monolithe qui s'en sert de tous nos features à la place que ce soit l'inverse. Donc il y a un travail à faire sur cela. Et en conséquence aussi, il faut travailler sur notre graphe Dagger pour l'injection de dépendances, parce qu'on a juste un graphe énorme qui est construit par l'application et donc en mémoire c'est pas le meilleur. Et voilà. On a plusieurs outils sur lesquels s'appuyer pour justement entamer ces gros chantiers. Le premier, c'est ce qu'on appelle nous le chapter chez Le Bon Coin. Il faut savoir que chez Le Bon Coin, on est organisé en feature team, donc c'est des équipes qui sont dédiées à un produit donné. Et donc dans ces équipes, il y a toutes les technologies différentes. Il y a des PO, il y a des dev back, il y a des UX, il y a des dev front, il y a des QA, il y a des dev mobile. Mais on garde une entité Android, donc avec ce qu'on appelle le chapter. Et donc on a une organisation interne, c'est-à-dire qu'on a un Trello sur lequel on s'appuie pour identifier les gros chantiers, pour savoir lesquels commencer, lesquels prioriser. On se répartit aussi les tâches, dans le sens où on se met en petites équipes, parce que comme on disait, on est 14, parfois c'est pas forcément évident de se mettre d'accord avec 14 personnes. Donc on fait des petites équipes, et par exemple on a une équipe qui est dédiée à tout ce qui est POC, donc elle va tester des nouvelles librairies, tester des nouvelles technos, voir ce qu'elles amènent, comment elles s'intègrent dans notre application. On a aussi par exemple une autre équipe qui essaie d'améliorer en permanence nos conventions et d'en instaurer là où on n'en a pas. Donc c'est une équipe qui fait beaucoup de veille, qui discute beaucoup, qui teste aussi pas mal de choses. Et enfin, un deuxième outil super important sur lequel on s'appuie justement pour entamer ces chantiers, c'est le concept de Spike. C'est un concept agile. En fait, l'idée d'un Spike, c'est pas de fournir un travail qui va être productif, mais de fournir un travail qui va nous permettre de mieux préparer finalement notre travail d'après. Un bon exemple qu'on peut vous donner, c'est lorsqu'on essaie justement d'extraire une feature du monolithe. L'idée d'un Spike, ce serait de bêtement essayer d'extraire cette feature, c'est-à-dire prendre les fichiers et les déplacer dans un nouveau module, jusqu'à ce qu'on identifie des fichiers clés en fait, qui sont utilisés à la fois par le monolithe et la feature. Donc en fait, c'est une dépendance directe vers le monolithe. Donc là, on a terminé notre Spike, on met tout ce boulot de côté. Et maintenant qu'on a identifié ces dépendances, la prochaine fois qu'on s'attaque à justement l'extraction de cette feature, on va plutôt commencer directement par essayer de briser les dépendances qu'on avait identifiées la première fois. Et une fois que ça c'est fait, on peut extraire notre feature de manière super fluide. Donc on arrive un peu à la fin de la présentation. Là, on laisse une liste des links qu'on a utilisés pour faire la présentation. Mais aussi, on laisse le message de que, vraiment, nous, la clean, on ne la respecte pas complètement. On prend les features,
on en prend des livres pour les utiliser, mais surtout, il y a beaucoup de la réflexion de notre côté avant de l'implémentation de ces technologies ou de la théorie dans notre projet. Donc je vous invite aussi notamment à essayer de consulter ce qui par Elliot, du fait que des fois c'est mieux de perdre de travail que juste aller faire des choses qui sont incomplètes et le laisser comme ça dans le projet. Donc je vous remercie pour nous avoir venus voir. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à l'équipe Android de chez Le Bon Coin pour nous aider à faire la presse. Et on recrute. Si vous êtes intéressé, passez voir les stands. On a un stand, donc n'hésitez pas à venir aborder, que ce soit des sujets qu'on a abordés ici ou d'autres sujets, ou tout genre de questions. On est dispo. Si vous avez des questions. On n'a pas mis un slide de questions. Next time. Bonjour, merci pour la présentation. En fait, vous avez parlé des go d'activité, des event bus. Là, je suis à peu près dans la même situation. Je suis amené à Refacto, une application qui date et qui a les mêmes problématiques. Mais j'ai une autre problématique dont vous n'avez pas parlé, c'est les objets globaux en fait, qui sont changés de partout dans l'app. Et c'est ma plus grande problématique, c'est comment réussir à changer ça sans toucher à d'autres fonctionnements que je ne connais pas forcément. Oui, je le prends. C'est une très bonne question. Ça rejoint un petit peu le talk qu'a fait Ben, je crois, de Google hier, sur la modularisation. C'est-à-dire que nous, on ne s'est pas débarrassé entièrement de notre God Pojo, dans le sens où on ne l'a pas mis à la poubelle. Il existe toujours dans l'application, mais on s'oblige à ne pas l'utiliser directement. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, on avait une slide avec un mapper. En fait, dans chaque feature, on se dit, cette feature, elle est nouvelle, on ne veut pas la polluer avec l'ancien code, donc elle va définir son nouveau Pojo. Et il y aura donc cette bridge, entre guillemets, qui va faire la transition. Mais du coup, c'est comme ça qu'on s'assure que notre feature, elle reste clean. Ce Pojo, on n'a pas forcément pour vocation à le détruire. C'est-à-dire que cette donnée, il faut qu'elle existe quelque part. Ce mapper, il a besoin d'être alimenté de quelque part. Et donc, nous, ce Pojo, actuellement, il est dans un module core, donc qui est transverse à toutes les features. Mais ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est qu'il n'est jamais utilisé directement. Oui. Un autre stratégie si on considère d'implémenter, c'est que la donnée en soi, tu ne sais pas vraiment dans quelle couche la mettre. Parce que tu dis, OK, je la mets dans mon use case. Enfin, ça pourrait paraître logique. Mais aussi, tu peux dire que ça va être réduit dans la couche persistance. Et tu t'es baladé juste avec l'ID pour récupérer juste ta feature Pojo. Donc ça peut être aussi une autre solution. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pas encore des trucs. Enfin, après, si tu veux passer à les stands, on peut continuer à discuter. Et on recrute. Bonjour. Alors, vous en avez parlé un peu rapidement. Ma seule question serait de dire, est-ce que vous avez des métriques en fait pour un peu calculer toute la partie migration qui se fait. Vous avez un peu parlé du fait que vous buildez plus rapidement, mais du coup, est-ce que vous avez des outils, des métriques pour ça, quoi, KPI ou autre? On n'a pas vraiment d'outils uniquement pour ça. Les métriques qu'on essaie de suivre, c'est celle un peu qu'on a donnée, c'est notre nombre de tests. Il a été multiplié quasiment par 10 depuis qu'on a une meilleure architecture. Notre temps de compilation, donc comme on disait, il a vachement réduit. Le crash free aussi. Et une métrique importante qu'on n'a peut-être pas forcément mentionnée, en fait, c'est le temps qu'on met à identifier et à corriger un bug. Avant, un bug, avec EventBus, la source, elle pouvait être un peu partout et nulle part. Donc on mettait énormément de temps à l'identifier. Maintenant, on a toujours une idée précise de dans quel composant est-ce que le bug est, et du coup, on arrive à l'identifier et à le corriger souvent bien plus rapidement. Ouais. On n'a pas vraiment un outil, c'est le feeling. Déjà, t'es plus content, quoi. Ouais. Merci. Bonjour.
Je voulais savoir combien de temps ça vous avait pris et aussi comment vous l'avez défendu et vendu au PO parce que c'est pas toujours facile pour une boîte d'investir même si c'est nécessaire, mais qu'ils comprennent voilà, que c'est pourquoi on fait ça. Précisément dans une partie de l'application ou de la migration en général? Peut-être tu peux répondre mieux à cette question. C'est pas un truc qui a un point de départ et un point d'arrivée. On est toujours dans ce process de migration. Et même si aujourd'hui on a déterminé beaucoup de conventions, ces conventions on les fait évoluer. Donc même si on se dit qu'on peut arriver à un point d'arrivée, on va continuer à faire évoluer nos conventions et donc on va continuer à repousser la ligne d'arrivée. Comment on le vend? Comme on disait, on a le concept de chapter chez nous qui en fait nous assure qu'on ait du temps toutes les semaines alloué à bosser sur des sujets tech. Tous les mercredis, on a au moins une moitié de journée donc, où on peut se mettre d'accord avec l'équipe Android uniquement sur ce sur quoi on veut travailler. C'est quelque chose qui est dans la culture de la boîte. Le Bon Coin se veut comme une boîte très tech, donc ils essayent de donner ce genre d'avantages aux devs. Après, quand on établit nos roadmaps, on essaye de s'assurer de pouvoir prendre des sujets tech aussi, au même titre que des sujets produits. Donc des fois, on a des sprints alloués à des refontes. C'est quelque chose qui est déjà très ancré dans la culture de la boîte. C'est vrai qu'on n'a pas forcément trop besoin de le défendre tous les jours. Oui. Après, le fait qu'on ait division dans des feature teams aussi, ça fait qu'il y a des refontes un peu par-ci par-là. Et il y a aussi une team core qui a le temps alloué en entier pour travailler sur ces sujets. Des autres questions? Merci beaucoup.